Eh bien, bonjour à la Guadeloupe, bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur Méga FM. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est déjà une belle journée, bien ensoleillée, avec beaucoup de soleil. Et surtout, j'ai une invitée de qualité qui est à côté de moi, qui s'appelle donc Soumia Saya. C'est ça. Soumia Saya. Donc, bonsoir, Jade. Oui, bonsoir. Donc, on va la laisser se préparer. On va envoyer une petite pause musicale, le temps de vous dire que nous allons passer un petit moment ensemble et vous pouvez même participer à l'émission en appelant au 05 90 23 17 11. Depuis moi vivre à casa, t'es toujours bien cool, doudou. Moi rester, sans jamais vous partir. Bienvenue sur Méga FM. T'es toujours bien cool, doudou. Moi rester, sans jamais vous partir. Là où qu'a pas les mots, où qu'a rempli, sensation, émotion, satisfaction, sensation, émotion, satisfaction. C'est sa réalité, ouais. Touche toujours plus fort. Tout moi-même, regardez, tout moi-même, blessez, tout moi-même, retiendez, tout moi-même. Voilà, nous sommes là. Bonjour Soumia. Bonjour Jade, bonjour l'équipe, bonjour les auditeurs de Méga FM. Eh bien, moi, je suis très contente de te rencontrer et de te recevoir. Ravi aussi d'être là. Merci de me laisser la parole. Ouais, parce que j'ai été souvent avec toi sur des actions concernant la sécurité pour vous, pour le corps médical. Exact. Et j'ai vraiment à cœur de te présenter à toute la population de la Guadeloupe parce que sache qu'ici, c'est vraiment une des maisons du peuple de la Guadeloupe et que la parole, elle est donnée à tous les citoyens de la Guadeloupe, à tous les Guadeloupéens. Formidable. Alors, Soumia, déjà, j'aimerais commencer par dire que ce matin, j'ai écouté quelque chose qui m'a énormément interpellée d'un médecin. On en parlera au cours de l'émission, si tu peux. C'est ce Fernand Dobat Cholo, médecin de Martinique. J'ai beaucoup aimé que Monsieur Sentinelle Guadeloupe a mis en lumière des extraits. Alors, moi, j'aimerais déjà en premier lieu que tu te présentes. Soumia, qui es-tu? Alors voilà, Soumia Saya. Je suis née à Châtellerault, dans la Vienne. Je suis issu d'un couple mixte, hein, donc je suis métisse. J'ai mon papa qui est algérien,
qui est arrivé en France relativement jeune, il avait une vingtaine d'années, pour boxer. C'était un champion de France de boxe, médaille de bronze olympique, un grand monsieur, le grand Saya on l'appelait. D'accord. Et boxe anglaise poids lourd. Et c'est important pour comprendre après la suite. Et ma maman qui est poitevine, qui est née dans les Deux-Sèvres et qui est comptable. Donc voilà, mes parents se sont rencontrés, ont eu 3 enfants, donc je suis l'aîné. J'ai aussi un frère de 8 ans de moins que moi qui est avec moi aux Antilles, mon petit frère que j'adore, et ma sœur aussi, qui est infirmière au centre hospitalier de Bordeaux, infirmière anesthésiste, ma petite sœur aussi qui a 4 ans de moins que moi, je lui fais un coucou. Et donc voilà, je suis allé très jeune, mes parents avaient à cœur d'avoir une éducation, comme je pense tous les parents, avoir une éducation exemplaire pour moi, donc ils m'ont mis en école catholique. J'étais en école privée très jeune, et parallèlement mon père avait à cœur de me faire du sport. Donc je me suis essayé à plein de disciplines sportives. C'est important aussi parce que ça ouvre l'esprit, la tolérance, enfin toutes plein de valeurs, les valeurs du sport, et ce que j'essaye d'inculquer aussi à mes enfants. Donc j'ai pu m'exercer à plein de sports avant de faire bien sûr du basket au niveau national. Oui, parce 3. que tu as la taille, hein. Oui, c'est ça un petit peu. Avant j'ai fait la natation, l'athlétisme, du judo. Et après, au niveau du collège et lycée, j'étais dans les équipes pour tout ce qui est sport co, volley, hand et basket. D'accord. Donc voilà, j'ai terminé au basket, j'ai mes diplômes fédéraux de basket, je suis entraîneur fédéral de basket, j'ai passé brevet d'État 1, enfin du moins fait de la formation, brevet d'État 1. J'ai enseigné le basket à Métropole, où j'ai 3 élèves qui ont fini en équipe de France. J'avais 20 ans, une vingtaine d'années. D'accord. Parallèlement à mes études, alors, au niveau des études, je me suis dirigé vers Poitiers. Après une scolarité, on va dire sans trop en comment ça a été. Je me suis dirigé après le bac scientifique vers la médecine, où j'ai... Tu as fait des études de médecine, alors. J'ai fait 2 premières années de médecine, où j'ai malheureusement, ou peut-être heureusement, je sais pas, échoué, vraiment très peu de place. C'est difficile de se relever de ça. C'est très difficile, mais avec le recul, j'ai pas mis les moyens qu'il fallait, parce qu'on nous l'explique très bien, hein, il faut vraiment sacrifier tout son temps. Et moi, le week-end, je passais mon temps dans les trajets pour aller jouer en national basket, donc je n'avais pas ce temps-là pour pouvoir apprendre mes bouquins d'anat. Donc j'avais du retard le lundi, je m'en souviens très bien sur les autres. Voilà. Et ensuite, je me suis dirigé vers la faculté des sciences, où pareil, la chimie, j'adorais ça, j'étais une des meilleurs en chimie de l'amphi. Puisque je me suis fait un petit peu harponner par le maître de conférence en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là encore ?» J'avais refait une première année de fac de sciences, Doug 1. Il m'a dit « Tu devrais pas être ici ». Et en fait, je me cherchais. Je pense que j'arrivais pas à allier c'est difficile en métropole d'allier le sport et les études. Surtout quand on est passionné dans le sport, c'est compliqué. Et finalement j'ai trouvé ma voie au niveau de l'école infirmière, donc là je me suis dirigé à la Croix-Rouge, aussi c'est la Croix-Rouge qui m'a accueilli à bras ouverts, et c'était une école ça m'a beaucoup marqué, beaucoup de rigueur et beaucoup de sagesse dans cette école, donc j'ai fait mon école à Tours. Je me suis orienté vers l'Indre-et-Loire, et j'ai fait mon école à Tours. Et ensuite, j'ai exercé en intérim. J'ai souhaité faire de l'intérim tout de suite après mon diplôme pour faire de l'AREA, du bloc et des urgences. D'accord. J'ai tourné entre à peu près Paris et Bordeaux. J'ai vadrouillé, j'étais sur la route et j'enchaînais l'émission. Je voulais urgentiste, quoi. Voilà. J'ai monté des associations à l'école d'infirmière.
J'ai toujours été délégué de classe aussi. Ça Donc, demande pourquoi. Mais... t'as un côté militante. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'ai monté une association ATEC, Association Touranger, les étudiants de la Croix-Rouge, où on a fait beaucoup de choses sur la région de Tours, pour les infirmiers, pour la condition des étudiants. Et donc on avait préparé un stage optionnel de 2e année où chacun est parti. On a pu récolter des fonds pour partir chacun. Alors moi je suis parti à La Réunion avec 3 de mes acolytes et j'ai fait du SMUR et des urgences. Non, j'étais prédestiné à faire que normalement des urgences, mais la nuit je sortais en SMUR avec l'équipe. D'accord. Et pendant ce stage de 5 semaines, j'ai presque pas dormi. D'accord. Donc je suis une habituée à pas trop dormir. Et ça a été difficile de repartir parce que c'était le premier contact avec les îles et l'équipe jusqu'à la fin ne voulait pas me laisser partir. Ils m'ont dit SMUR un jour, SMUR toujours. Et il y avait les 100 ans du SMUR à Saint-Benoît de la Réunion à l'époque et l'équipe m'avait couvert de cadeaux, ne voulait pas jouer. Les valises étaient trop petite pour tout emmener, ils m'avaient tout expédié, les médecins voulaient plus que je reparte. Enfin, c'était vraiment un grand coup de cœur. Je les salue. Et tu partais pour venir en Guadeloupe. Alors non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est que je suis rentré parce que c'était en 2e année, donc je suis rentré pour finir ma 3e année d'école infirmière. On a 3 ans et demi de formation. Et donc là-bas, je tiens à dire que c'est à La Réunion que j'ai appris pratiquement tout. C'est-à-dire que j'ai perfusé, j'ai sondé les gaz du sang, enfin tout plein de choses, intubé, tout ce que j'ai pu, enfin voilà, je l'ai appris là-bas. Et j'ai eu des sorties SMUR qui étaient aussi très difficiles, qui m'ont marqué, mais parce qu'on est jeune. En 2e année d'école infirmière, mais bon, c'était très formateur. Je suis rentré, j'ai fait ma 3e année, et à la suite de ça, j'ai eu par la directrice de l'école à Croix-Rouge un poste pour enseigner directement dans l'école. Elle souhaitait que j'enseigne. Je lui ai dit que c'était peut-être prématuré, que j'avais besoin de travailler. Donc j'ai travaillé en milieu hospitalier, en clinique, en intérim, et ensuite j'ai une amie qui m'a dit écoute Soumia, une très bonne amie de Tours, qui m'a dit Soumia écoute viens aux Antilles, il y a une place pour toi au bloc, moi je dois partir en Martinique mais je reviendrai, mais si tu veux travailler au bloc en Guadeloupe, je me suis dit je connais pas les îles, les Antilles, je vais avant de retourner à La Réunion parce que pour moi j'étais reparti pour retourner à La Réunion, je vais effectivement venir faire un tour en Guadeloupe. Et de là, j'ai commencé à la polyclinique. Oui. Très familial. Très familial. Pareil, ils m'ont ouvert les bras. J'ai maman Marie-Jo, si tu m'écoutes, qui est une infirmière de la polyclinique. On va essayer d'accélérer un petit peu ta présentation parce qu'on a énormément de sujets à parler et on en est déjà à 10 minutes. Ouh là là. Et donc voilà, après je suis passé aux eaux claires. Très formateur aussi, je jouais du bloc aux eaux claires et je suis ensuite arrivé en libéral quand j'ai eu mes enfants. C'était au début pour concilier les deux, c'était beaucoup plus facile pour moi. D'accord. Voilà. Ok, donc et tu es arrivée en Guadeloupe et moi je t'ai découverte en tant que responsable d'un collectif parce que déjà je te connaissais avant par rapport aux Gilets jaunes. Oui. Oui, je t'ai vu sur des ronds-points, rencontrer les Gilets jaunes, rentrer en contact avec les Gilets jaunes. Bon, ça c'est super. Et puis est arrivée cette crise sanitaire où je t'ai plus entendu, je t'ai vu intervenir sur d'autres ondes. J'étais avec toi, t'accompagner à l'ARS au niveau des masques. Donc là aujourd'hui, tu en es où au niveau de ton métier? Que penses-tu d'abord par rapport à toi? As-tu encore du courage? Les bras t'en tombent pas de tout ce qui se passe? Alors, donc effectivement, le collectif, j'ai embrassé le collectif en décembre 2019 lors de sa création avec Awatif, Anne-Marie et France que je salue, qui font un travail formidable au sein de ce collectif.
Et on a pris à bras le corps de défendre la profession et les infirmiers qui étaient démunis à cette période, puisqu'on trouvait que non, décembre 2019, avant la crise, on trouvait qu'il y avait une inertie quand même par rapport à ce qui nous arrivait. On était déjà en train d'accabler les infirmiers libéraux, on leur enlevait quand même pas mal de choses. Donc on a essayé de se battre pour les indemnités kilométriques, enfin plein de choses. Voilà. Ce qui nous tenait vraiment à cœur. Et on a commencé les manifestations en janvier 2020. Ça fait 1 an. Et à partir de là, on s'est aperçu que ça faisait bouger les choses. On a réussi quand même à remettre les indemnités kilométriques, on va dire partiellement. Ils ont réouvert les vannes. On peut pas tout rétablir, mais il y a une partie qui peut fonctionner en fonction des zones, etc. Donc c'était quand même une première victoire. On a été entendu, on a été écouté. Il reste encore du chemin à faire, mais on a été freiné par cette crise. Donc voilà, on en arrive à cette crise. La crise, voilà. Je t'ai aussi entendu, et je me rappelle même que moi, étant dans un collectif, nous avons soutenu cette histoire de visière. Nous avions fourni des visières. Exactement. Parce que vous étiez démunis. Exactement. Alors vous avez été formidable avec nous. Venir sur. Je me souviens notamment à l'ARS où on a manifesté, que vous étiez à nos côtés parce qu'on réclamait plus de moyens. C'était le moment où on allait nous couper justement les dotations de masques et qu'on voulait avoir des explications, mais on n'a jamais été reçus. Oui, exact. Voilà. Enfermé sur le parking. Et ouais, pire encore, c'est qu'on a été même méprisés. C'était vraiment très difficile pour nous, alors qu'on cherchait à avoir du dialogue, de la concertation avec les instances. Alors, pour qu'on resitue bien le début de la crise nous tombe dessus. On ne sait pas trop où on va, où on met les pieds, ce qu'est ce virus, et on doit se protéger. Et les collègues commencent à paniquer, je reçois énormément d'appels, tout le monde est désemparé. Donc là, il faut agir vite. À ce moment-là, je rencontre DJ Wheeler, qui est un DJ sur la place, qui là est parti depuis très peu à Bordeaux, qui nous écoute, j'en suis sûr. Salut mon pote. Et qui à ce moment-là trouve une solution formidable, c'est de fabriquer des visières, parce que nous étions en manque de masques FFP2. Et il s'est dit voilà, les visières vont être une alternative formidable au port du masque FFP2. Donc la visière plus le masque FFP1, eh ben ça pouvait faire une très bonne et ça fait une très bonne protection. Donc il a entrepris de les distribuer, de les faire fabriquer. Il était génial, il a fait marcher son réseau, il a distribué ça sur tout l'hôpital. Il s'est heurté quand même à plein de problèmes, mais il a jamais lâché. C'est un gars qui lâche rien. Et c'est un battant. Et ensuite, on s'est retrouvés sur le même chemin. Et là, on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour les infirmiers libéraux, les kinés, les pompiers de Marie-Galante. Enfin, et là, on a commencé à pourvoir tout le monde. On a organisé sur le vélodrome une distribution de visières. Alors que nos instances nous demandaient de faire attention, de respecter les gestes barrières. Qui aujourd'hui sont pas autorisés, les visières. Et les distanciations sociales. Et en fait, nous avait dit que ça allait être compliqué, et on a réussi à faire ça d'une main de maître. On a tout géré, tout s'est très bien passé. Et ça a rassuré énormément les collègues. Mais au niveau psychologique, ça a été vraiment salutaire. Une bouée de sauvetage. Voilà. Le collectif a fait plein d'autres actions aussi. On a aidé les étudiants. Il y a eu un souci avec les étudiants aussi. En Guadeloupe. Voilà. Il y a eu un souci avec les étudiants il y avait une poignée d'étudiants étrangers qui étaient bloqués à Pointe-à-Pitre. Et la marina. Hein. Et ils avaient plus de médicaments. À un moment donné, ils avaient plus de quoi se nourrir. Enfin, c'était compliqué. Donc, il y a Laurence Adonicam d'Entraide Covid-19, que je salue, Laurence Malolo, qui a fait elle aussi un boulot formidable avec les valves pour le CHU. On t'oublie pas, Laurence, avec ce que tu as fait. Et on avait au CHU des appareils de respirateurs qui dysfonctionnaient, et elle a fait fabriquer des valves. Elle a fourni le CHU. Voilà. Donc, voilà, il y a eu une initiative populaire énorme en Guadeloupe pendant la crise. Dans le corps médical, là, tu parles dans. Voilà, parce qu'elle est infirmière.
Voilà, vous êtes entre vous, là. Voilà. Mais même de façon générale, tous ceux qui ont fait des paniers pour les aliments, il y a eu une initiative mais énorme en Guadeloupe. Je tiens à saluer tout le monde au passage. C'est assez incroyable tout ce qui a pu se passer pendant cette crise, cette solidarité. Elle est pas finie, hein. Et ça, il faut que ça Elle perdure. Elle n'est pas finie, la crise. Hein. Exactement. On y revient, là. Et voilà. Et ce que j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens soient ensemble. Il faut que les gens avancent la main dans la main. Il faut que cette solidarité, on la retrouve. On va parler du vaccin. Il faut pas qu'on cède à la peur. Parce que ce vaccin-là, justement, il ne fait pas avancer. Alors. En ce moment, il y a un problème sur ce vaccin. Alors, ce que je voulais finir sur la crise, Jeanne, si tu me le permets, oui. C'est qu'en fait, on a au départ mis des mesures barrières de façon à se protéger d'un virus qu'on ne connaissait pas. On était vraiment en pleine crise. Le virus sévissait en Guadeloupe, et là, il fallait absolument mettre des gestes barrières, lavage des mains, etc. Oui. Aujourd'hui, donc je suis même intervenu pour expliquer le lavage des mains. La population maintenant, je pense que c'est comment on se lave les mains. Alors oui, on n'est pas là pour parler de laver les mains. Et ensuite, on est arrivé maintenant dans une autre dynamique. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, nous avons beaucoup moins de virulence au niveau du vaccin. On s'aperçoit que, je parle en Guadeloupe, oui. On s'aperçoit que le vaccin provoque beaucoup moins de décès, beaucoup moins d'hospitalisation. Et aujourd'hui, le port du masque, à mon sens, et je parle en tant que citoyenne avant tout, le port du masque devient difficile. Je m'explique. C'est-à-dire que surtout, le port du masque pour moi devrait être circonscrit à un milieu hospitalier. Et pour les formes graves, aujourd'hui, quand on porte un masque en ville, on le met dans sa poche, on le remet sur soi, il est porteur de bactéries. Je pense qu'à la longue, on risque d'avoir des problèmes respiratoires, pulmonaires, chroniques. Oui, ça circule beaucoup, ça. Je crois que la population est bien informée. Moi, j'aimerais te poser la question en tant qu'infirmière. Je suis désolée, parce que j'ai invité une infirmière. Face à ce vaccin. Moi, j'ai eu cette semaine un contact qui m'a dit j'ai un problème, j'ai une amie qui travaille en EHPAD et sa responsable de service la harcèle pour se faire vacciner. Elle ne veut pas, cette personne. On m'a demandé quels étaient les recours pour éviter à ce qu'elle se fasse vacciner. As-tu une idée de ça ? Moi, mon humble avis, personne ne peut obliger personne à quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est maître de son corps. Par contre, après, à partir du moment où on fait partie d'une institution, malheureusement, l'institution a des règles. Et à ce moment-là, si l'institution décide que l'ensemble de ses employés doivent être vaccinés pour exercer, là, il y a un couac. On se retrouve avec un couac. Alors, soit la personne démissionne, ou soit après elle part dans elle part en confrontation avec sa hiérarchie parce que ça va être compliqué. Parce que ça risque aussi à vous de vous arriver, on risque de vous demander de vous faire vacciner, à vous les infirmières. Bien sûr. Vous vous êtes concertés, vous avez des avis à l'intérieur, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors, comment vous faites, comment vous gérez tout ce bordel c'est ça. Dire, Alors, on a préconisé de vacciner les collègues de plus de 50 ans. Maintenant, c'est sur la base du volontariat aujourd'hui. On ne sait pas encore si ça va évoluer vers une obligation. En tout état de cause, et à un moment donné, il faudra faire un choix. C'est terrible. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément de collègues qui m'appellent, qui sont, alors c'est pas ceux qui sont pro cette vaccination, parce que je veux pas envie de parler de pro-vax et de pas pro-vax. Moi, j'ai été vacciné, j'ai pris tous mes vaccins, bien sûr pour rentrer à l'école d'infirmière, on est obligé aussi, mais bon, j'ai jamais été contre la vaccination du tout. Mais cette vaccination-là, aujourd'hui, en tout état de cause, personnellement, je parle à mon titre personnel, je suis pas assez rassuré sur les effets pour pouvoir me faire vacciner. Je m'explique. Nous sommes. C'est très intéressant parce que tu as quand même des connaissances. Oui, vas-y. Alors, nous sommes sur une expérimentation
Nous ne sommes pas sur un vaccin tel qu'on le connaît classiquement parlant, c'est-à-dire que avant vous aviez un fragment de virus atténué qu'on injectait dans le corps et ça provoquait la fabrication d'anticorps. Oui. Voilà comment on se vaccine. Et quand on est au contact de la maladie, ça provoque une fabrication plus rapide et plus vive d'anticorps, donc ça confère une certaine protection. Aujourd'hui, le vaccin qu'on nous propose est un vaccin qui est ce que certains disent une thérapie génique. Une thérapie, ça, pour moi, c'est une connotation de soin. Donc, thérapie génique. Voilà, je ne vais pas parler de thérapie génique, mais plutôt d'essai génique. Essai génique. Ouais, ça c'est moi ça. Oui, c'est joli. Ouais. On fait des essais sur les gens. Alors oui, voilà, on fait des essais parce qu'on n'a aucune publication scientifique à l'heure actuelle, mis à part ceux de Pfizer, donc de la personne qui vend le produit. On n'a pas d'essais qui sont sortis qu'est-ce que je viens de dire je cherche le mot. On n'a pas de résultats probants qui sont sortis au niveau des recherches. Oui. Au niveau des recherches dans les publications scientifiques pour nous dire que il y a beaucoup d'effets indésirables surtout. Alors pour nous dire que voilà, c'est quelque chose de fiable. Aujourd'hui, cette vaccination, c'est un test sur les gens. Concrètement, ça se passe comment ? On vous injecte un produit qui a plein de choses dedans, dont la composition. Tu peux la nommer la composition ? Alors la composition, c'est de l'ARN messager, des nanoparticules, de l'aluminium aussi. Bon, enfin ça, il y en avait dans les autres vaccins, et du kélène a priori, qui serait cancérigène. D'accord. Voilà. Si je me trompe pas, s'il y a des gens qui veulent appeler pour confirmer. Oui, d'ailleurs, justement, c'est bien, merci. Ce serait bien de participer, justement, en appelant au 05 90 23 17 11. On aimerait bien vous entendre. Donc, on vous injecte un produit qui aujourd'hui contient un ARN messager. Alors, c'est difficile à expliquer. C'est très compliqué. C'est ça, pour expliquer simplement. Moi-même, je comprends pas trop. Bon, alors, on est, ce qui conditionne notre physique, notre couleur de yeux, de cheveux, ce qu'on pense, ce qu'on est, sont les gamètes que nos parents nous ont léguées. Donc, je veux bien dire que par là, c'est que on a un patrimoine génétique qui vient de nos parents et qui est quelque chose de naturel. Bien sûr. Voilà. À l'intérieur de ces cellules, il y a de l'ADN. C'est comme pour vous expliquer, c'est comme le tableau de bord d'un ordinateur. Je suis pas trop pro dans les ordis, mais en gros, c'est comme la mémoire d'un ordinateur. Je te suis bien, oui. Voilà. Donc cette double membrane torsadée d'ADN que on a dans nos gènes, dans nos cellules, dans nos gamètes de reproduction, qui conditionne ce qu'on est, elle va être modifiée par cet ARN messager. C'est-à-dire ARN messager. Donc c'est ce qui modifierait notre ADN. On a de l'ADN qui code pour de l'ARN avec l'ARN transcriptase, si mes souvenirs sont bons de médecine, ça fait plus de 20 ans. Donc, en fait, il y a des choses qui se font dans notre corps pour faire avancer le système cellulaire, le fait qu'on grandisse, tout ça. Oui. Donc, il y a des transferts d'ADN en ARN en permanence. Et l'ARN messager, c'est quelque chose qui a été synthétisé en laboratoire. D'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas naturel, d'accord. C'est pas naturel. On va nous l'injecter dans le corps, ça va s'intégrer dans notre ADN. Donc l'ADN, c'est un double brin torsadé. Bien. Oui, voilà. C'est bien expliqué ça. Voilà, ça va s'intégrer au sein de notre ADN. Notre ADN, il code pour les yeux bleus, par exemple. Pour celui qui a les yeux bleus, il y a une séquence d'adénine, thymine, guanine, enfin bref, il y a une séquence de gènes. Tu revois tes cours là. Oh là là. Et tout est mélangé dans ma tête. Mais il y a une séquence en fait de sous-unités qui code pour notre couleur de yeux, notre couleur de cheveux, etc. Et ça va être rompu. Ça va être rompu parce que cet ARN messager va s'imbriquer à l'intérieur et va coder pour autre chose.
Ah oui, je vois. Voilà. Et en fait, il doit, il est censé pour, voilà, aujourd'hui, on est en pleine science-fiction. Oui. Je tiens à vous le dire. On n'est plus dans le monde réel. Si avant, on regardait des films science-fiction, aujourd'hui, nous sommes dans une science-fiction. Ah, carrément. Parce que ce que je vais vous dire après va le conforter. Donc, en fait, ça va s'imbriquer dans notre ADN et ça va le modifier et ça va coder pour une protéine, parce que cet ARN qui a été fabriqué doit coder pour une protéine virale. J'ai entendu parler de cette protéine par Monsieur Fabrice Gott. Là, il en a parlé de cette protéine là que j'ai pas compris encore, mais bon, j'espère qu'on l'aura sur notre émission là. Donc ça doit coder pour une protéine virale. Normalement, c'est censé nous protéger, sauf que malheureusement, on ne sait pas et personne ne peut savoir aujourd'hui ce que ça va provoquer sur l'être humain. Nous sommes de l'ordre de l'humain transgénique. C'est comme les OGM, si vous voulez. On modifie un légume, ça c'est les agriculteurs, je les salue, vont comprendre. Donc ils modifient pour essayer d'améliorer. On le voit avec les tomates qui ont plus de goût aujourd'hui. Oui. Je suis désolé, elles sont pleines d'eau. mais en fait voilà, on modifie les plantes, on modifie les fruits, on modifie les légumes pour les rendre plus résistants. Mais malheureusement le goût part. Et on est tous d'accord pour dire que tout ce qui était naturel était meilleur. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous modifier, vous. C'est ce qui va se passer. Par contre, dans quel sens, je sais pas. Ça, je peux pas vous le dire. Alors, ça va nous modifier, nous. Mais en plus, vu que j'ai entendu ce qu'a dit ce médecin ce matin, généraliste de Fort-de-France, on va faire des enfants modifiés, déjà. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est que notre ADN, il est au sein de tout et surtout de nos gamètes. Donc en fait, à partir du moment où on touche à notre ADN, qui va se répliquer, se dupliquer, se répliquer, se dupliquer dans l'organisme, on fabrique des cellules tous les jours, même toutes les heures. Donc à partir de là, on va fabriquer des nouvelles gamètes et quand on va avoir un enfant, on va lui transmettre cette nouvelle donnée. On touche à la création là, quand même. Hein. C'est ça. Donc là, il y a plein de choses moi ça m'interroge sur plein de points. C'est-à-dire qu'à partir du moment où parce qu'ils sont les personnes qui fabriquent cet ARN messager sont détenteurs d'un brevet. Donc à partir du moment où on vous l'injecte à vous, et qu'on vous modifie, vous appartenez à qui? À eux. C'est ça. Ça me semble logique. À eux, oui. Donc à partir de ce moment-là, il y a tout plein de choses qui rentrent, l'éthique aussi. Tout plein de choses parce que voilà, c'est confier votre patrimoine génétique à quelqu'un. Ah, c'est passionnant ce que tu dis. Donc ça me pose problème personnellement. Je comprends bien, tu es vraiment dans une position inconfortable là, en tant qu'infirmière. Mais comment les infirmières qui ont cette réflexion, cet éveil de conscience et se retrouvent dans une prison parce que on va vous demander d'être vacciné, mais en plus vous risquez de vacciner dans la vie. Alors nous on est encore, on va dire, relativement protégés par rapport aux collègues qui sont en milieu hospitalier. Donc je salue le boulot parce que je sais que c'est très difficile et soumis à une hiérarchie. Certains médecins sont aujourd'hui très alertes. Et arrive à se positionner, mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis en lien avec certains d'entre eux qui se posent beaucoup de questions sur ce qui se passe et qui se demandent comment faire. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave parce que on a peur. On a peur pour la population, on a peur pour nos enfants. On se demande aujourd'hui ce que va devenir demain. Et ce gouvernement travaille sur la peur. Je tiens à le souligner aussi. Je souhaiterais que les gens prennent conscience qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible de se laisser envahir par la peur. Il faut prendre du recul et regarder tout ce qui se passe autour de vous. On est en train de vous enfermer derrière un masque, de vous museler. On est en train de vous empêcher de faire des choses, de sortir, de vous confiner, de vous déconfiner, de vous reconfiner, de vous dire oui, le masque est important.
non, le masque n'est pas important. Enfin, plutôt d'abord c'était non et après c'était oui. Et maintenant, on est en train de vous dire que les masques en tissu, bah non, ça, il va falloir revenir aux masques et que maintenant, alors ça c'est Pfizer qui l'a dit il y a pas très longtemps, que la vaccination, la première injection, si elle n'est pas suivie dans les 15 jours de la deuxième injection, on risque d'avoir des soucis de comment dire, de dissémination dans la nature de mutants, de variants. Oui. On commence à entendre parler de mutants, variants. Donc, on se pose la question de savoir si... Alors, moi, j'aimerais te poser une question. Tu as des patients. Oui. Comment ils reçoivent cette information du vaccin? Est-ce qu'ils t'en parlent? Bien sûr. Est-ce qu'ils essayent d'avoir des renseignements auprès de leurs infirmiers, infirmières? D'accord. Et comment tu les perçois, tes patients? Inquiets ou on y va? Parce qu'apparemment, c'est pas super, hein, le nombre de vaccinés en Guadeloupe, hein, même tout l'outre-mer, hein, Alors, on la traîne. Hein. C'est pas moi qui vais changer la donne aujourd'hui, je tiens à le dire. Je cherche à convaincre personne. Je dis juste en tant que citoyenne, avant tout, comment je ressens les choses. Et comme je suis infirmière, je suis bien obligée de dire comment je vais exercer dans ma pratique. Mais voilà, je tiens à dire que les choses vont pas changer avec mon intervention à l'antenne. S'il y en a à qui ça peut poser problème. Tant qu'il n'est pas obligatoire, chacun est libre de se faire vacciner. Donc, on ne cherche pas à dire aux gens de se faire vacciner ou se faire vacciner. Il faut laisser le libre choix aux gens de choisir. Voilà. On a le droit de s'informer, on a le droit de demander à un médecin, de demander à une infirmière, on a le droit. Exactement. Et nous, on pose la question, enfin, moi j'ai envie de la poser. Quoi. Alors, mes patients, effectivement, comme beaucoup de collègues ont été confrontés à la même chose, nos patients qui entendent des informations tout à fait normalement à la télé, nous demandent voilà, est-ce que je dois me faire vacciner? C'est la grande phrase du moment. Je pensais bien. Ouais. Donc, il faut leur expliquer déjà que la vaccination aujourd'hui ne protège pas forcément. Parce qu'il y a des gens qui veulent se faire vacciner pour éviter de contaminer les autres. Oui. On n'a pas cette assurance-là. C'est garanti. La vaccination n'empêche pas de tomber malade. Oui. N'empêche pas le port du masque. Ah non, parce que c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous allez enlever le masque. Non, mais justement, je vais finir par te demander, mais à quoi il sert? Alors, je vais vous dire après. Je commence par ce qu'on ne sait pas. Ouais. Et donc, n'empêche pas la contamination et n'empêche pas la propagation du virus. Alors, à quoi sert du coup, cet essai génique? Génique. Je l'ai retenu. Alors, ça sert à protéger des formes graves. Ça sert à protéger des formes graves, selon Pfizer. Formes graves. Des formes graves. Donc, en gros, oui. Si vous comment savoir déjà que vous avez une forme grave oui, de la maladie voilà, c'est quoi? Bon, voilà. Une forme grave, c'est la réanimation. Donc ça protège. Donc en fait, ils considèrent que en vaccinant des gens qui sont à fort risque de faire des formes graves de la maladie, comme des gens qui ont beaucoup de comorbidités, que ce soit diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, enfin que sais-je, sont des gens qui seront susceptibles de se faire vacciner en priorité. Comme pour ceux de la grippe. Oui, bien sûr. Alors, la grippe, oui, la grippe, c'est toutes les personnes âgées. Oui, on l'envoie systématiquement et aux professionnels de santé aussi. Dans les EHPAD, ils vaccinent toutes les personnes pour la grippe, plus celui-là maintenant. Oui. Voilà, alors ça aussi c'est très important, c'est qu'on ne sait pas ce que fait la concomitance du vaccin grippe et... non, on n'a pas de recul. Il faut savoir, on est rendu, je crois, au troisième, comment ça s'appelle ça, les essais, troisième phase d'essai. Mais normalement, les phases d'essai, ça dure 3 ans, ils ont fait ça en 5 mois. En fin de compte, pour ces personnes-là, ils sont des cocktails Molotov ambulants. Alors, il y a des gens qui vont. Alors, on a découvert. T'as vu ça ? On a découvert parce qu'on a déjà des effets secondaires. Ça protège pas des effets secondaires non plus, le vaccin. On a déjà des effets secondaires, mais bien sûr, ils sont cachés, il faut aller les chercher. On les dit pas. Oui, et surtout, on parle pas des décès. Voilà, donc il y a des chocs, il y a des décès.
Donc on n'a pas le droit de le dire normalement. Il faut pas le dire. Moi, je me suis fait réprimander sur Facebook qu'il fallait pas parler des décès parce que rien n'était lié au vaccin, tous les décès qui sont annoncés. J'ai une collègue à Paris. J'ai une collègue à Paris qui allait bien, a priori, qui s'est fait vacciner, qui est décédée 3 jours après. Bon. Oh là là. Donc là, c'est vraiment un cas. On a l'infirmière aux États-Unis qui est tombée. Oui. On n'a jamais retrouvé cette infirmière-là. Mais oui, j'ai vu ça. Il paraît qu'elle elle est décédée. Ça a été affiché aux États-Unis. Celle qui est tombée. Il paraît. Il y a des gens qui ont recherché. Son Facebook. C'était annoncé, hein, le décès. Le décès a été annoncé, mais il a été vite retiré aux États-Unis. Ouais. Parce que les décès aux États-Unis sont affichés. C'est vraiment une roulette russe, ce vaccin. Ouais. Donc il y a des gens qui vont faire des chocs qui vont décéder tout de suite. Il y en a d'autres qui vont. Alors on a vu un certain nombre de personnes qui avaient des paralysies faciales. Ça atteint le nerf facial d'un côté, donc on voit des paralysies faciales type AVC un peu avec la bouche de travers. Hein. Oui. Donc il y en a beaucoup qui se sont manifestés sur les réseaux. Et on a malheureusement 2,7, je voulais pas rentrer dans les chiffres, mais oui. 2,7 à peu près % de gens qui ont du mal aujourd'hui à assurer les actes de la vie quotidienne depuis le vaccin. Ah là là. Voilà. Donc après, tout le monde va pas décéder aujourd'hui, tout le monde va pas décéder dans 10 jours, tout le monde va pas décéder dans 3 mois. Ce que je veux que les gens se souviennent dans 5-6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est qu'ils ont été vaccinés et que s'il leur arrive quelque chose, qu'ils pensent à faire le lien. Et justement, je voulais aussi t'interpeller sur quelque chose que j'ai constaté ces 6 derniers mois. J'entends beaucoup de personnes qui décèdent d'un cancer, d'un coup, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, ils sont morts. Oui. Alors, le problème de la recrudescence des cancers, c'est un petit peu les conséquences du Covid et du confinement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient des rendez-vous. Les rendez-vous ont été annulés pendant le confinement, ont été repoussés. Je l'ai même vu sur mes patients. Et les rendez-vous ont recommencé à être pris là en cette fin d'année 2020. Et malheureusement, le cancer, il n'attend pas. Ouais. Le cancer, en 6 mois, un cancer, il évolue, ouais. Et surtout chez les personnes âgées. Ouais. Et qui ont des comorbidités de type diabète, cholestérol, hypertension. Ça pose des problèmes. Donc les cancers, les AVC et tout plein de maladies pulmonaires qui peuvent aussi... voilà. Est-ce que tu penses que, par exemple, au sein de votre collectif, où je pense que vous avez des contacts avec des kinés, avec des médecins, est-ce qu'il y a vous avez un pouvoir de revendiquer maintenant? Est-ce que vous avez l'autorisation presque? Parce que moi j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit, vu qu'on ne doit pas sortir, bientôt c'est 2 mètres. Le tout savoir, c'est comment vous pouvez faire, le tout de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au nom de la liberté. Oui. La liberté d'expression, oui. Au nom de la liberté de ce choix de vouloir vivre comme on en a envie aujourd'hui, sans que les gens décident à notre place. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut aujourd'hui continuer à suivre ce qui se dit plus haut, ou est-ce qu'on décide de reprendre la main? Il y a plein de gens en Guadeloupe, des gens formidables. Je pense à Larry, je pense même en Martinique, à des collectifs, l'unité Martinique Libre. Je pense à beaucoup de gens qui œuvrent aujourd'hui pour qu'il y ait cette liberté d'expression, cette envie de vouloir avancer ensemble et pour quelque chose, pour la vie, pour l'amour, pour pouvoir défendre nos droits et pour avoir envie, le droit de vivre tout simplement, sans forcément être muselé, sans forcément être contraint, et ça c'est important. Alors quand je t'écoute, j'ai envie de t'emmener sur le terrain de cette réinitialisation, je vais y arriver, du reset. J'ai l'impression qu'on est en train, j'ai pas une impression, pour moi, je pense qu'on nous emmène dans une nouvelle société à travers ce confinement. Oui, alors, on sert de cobaye. Je pense que tu as des choses à dire là-dessus. Oui. Je pense que tu veux faire référence au transhumanisme, oui, avec cette vaccination. Oui. Oui.
Donc le transhumanisme, pour beaucoup de gens ont entendu le terme, mais n'ont pas peut-être les notions de ce que c'est. On n'utilise pas trop en Guadeloupe. C'est ça. Donc c'est transhumanisme. Qu'est-ce que c'est? C'est de transformer une personne telle qu'on est aujourd'hui en quelqu'un, en fusionnant avec la technologie. C'est de la science-fiction, mais elle devient réalité. Aujourd'hui, avec les nanoparticules, il faut savoir ce que ça va faire. Au niveau de... on a vu un maître de conférence au niveau de l'ENA, je sais plus quelle grande école normale, ou je sais plus. Ah oui, je vois de quoi tu veux parler. Voilà, qui expliquait très bien, très bien ce monsieur. À ses élèves, donc nos enfants qu'on confie à ces gens-là. Je tiens à le dire, parce que ça m'a beaucoup choqué. Oui, c'est quelque chose que tu as à cœur, les enfants. Oui. Quand on confie nos enfants, parce qu'on veut qu'ils fassent des écoles et qu'ils aient le meilleur d'eux-mêmes, et qu'on arrive à avoir des gens qui arrivent à leur dire que vous allez être Dieu, et que les gens autour sont des inutiles, pour ceux qui ont vu J'ai vu ça, c'est vrai. La vidéo. Elle a circulé, cette vidéo. Ah ouais, ben, moi elle m'a pris aux tripes. Oui. Je peux pas cautionner ce genre de choses. Je peux pas cautionner que les gens, parce que sous prétexte qu'on a un petit boulot, ou qu'on n'a pas fait d'études, j'aimerais dire à ce monsieur, qui a certainement fait beaucoup d'études, mais qui n'est pas très intelligent à mon sens, que l'intelligence et l'instruction sont deux choses différentes. J'aimerais aujourd'hui que les gens comprennent que c'est pas parce que vous n'avez pas réussi ou pu avoir la chance de faire des études que vous êtes beaucoup moins intelligent. La plupart des gens qui sont autodidactes sont beaucoup plus intelligents que la plupart des gens qui ont fait énormément d'études et qui ne savent pas utiliser la science qu'ils ont appris, mais qui savent recracher ce qu'ils apprennent. Donc, je pense qu'il faut faire une bonne utilisation de ce qu'on apprend. Il faut savoir prendre du recul, s'extraire de ce qu'on apprend et savoir ce qu'il faut faire avec ce qu'on a appris. Les choses bonnes, les choses pour aider les autres, mais pas des choses pour détruire les autres. Et dire à une poignée d'étudiants qui sont Dieu, c'est les conditionner à maltraiter les gens qui les entourent ou les gens qui risquent de gérer après. Donc, j'alerte les parents à faire vraiment très très attention. Je parle avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. Oui, je le sens. Mais je tiens à dire aux parents de faire très attention à leurs enfants, de gérer leurs enfants et de surveiller ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai monté d'ailleurs une association de parents d'élèves à l'école de convenance, à l'époque où mes enfants y étaient, pour pouvoir savoir comment se passait l'éducation des enfants et pour pouvoir faire avancer la relation entre les enfants, les parents et les enseignants. Je prétends pas avoir réussi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est important de suivre l'éducation de ces enfants. C'est pas toujours évident parce qu'avec le travail, je sais qu'on est tous, on est tous pris partout, mais c'est très très important aujourd'hui. On veut faire de vos enfants des êtres transhumains. La nanoparticule dont je vous parlais tout à l'heure. La nanoparticule, je le répète. Oui, parce que c'est de l'ordre du nanomètre. Ce sont des particules biotechnologiques fabriquées pour pouvoir rentrer dans le corps humain via la circulation, aller se fixer sur le cerveau, presque j'ai lu. Alors, il y en a à travers les vaccins, mais on peut en trouver ailleurs aussi. Alors, ils envisagent une vaccination par patch, comme des... Ah, mon Dieu, comme les trucs pour le tabac, les hormones. Ça va être comme des petits pansements. Vous savez, les petits pansements marrons, là, comme ils sont nous. Ouais. Ils seront munis de toutes petites aiguilles, comme le BCG à l'époque. Mais ça sera tellement fin que vous ne sentirez pas. Vous collez votre pansement et vous êtes vacciné. Ce pansement à l'intérieur, il y a une espèce de gel qui appartient déjà, je ne sais plus quel... je sais plus quel labo, mais bon bref, ils ont déjà déposé un brevet pour ce gel. Tout ça est bien organisé pour que ces particules puissent rentrer. Donc, et apparemment, l'objectif, c'est d'aller se fixer dans le cerveau. Ce qu'ils veulent, c'est potentialiser le cerveau humain. Vous savez ce que ça veut dire, potentialiser le cerveau humain? Oui. Rendre nos enfants plus intelligents, des cracks, et plus obéissants. Surtout. Ils seront contrôlés parce que, comme ce sont des bioorganismes qu'on va fabriquer, ils pourront être contrôlés par notamment les portables. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce gel apparemment qui serait dans un patch? Il y a une molécule fluorescente, le nom c'est Lucifer, enfin il y a Lucifer dedans, Lucifera, je crois.
C'est une molécule fluorescente qui serait sous la peau et c'est la science-fiction ce que je vous raconte. C'est un truc de dingue. On est dans la science-fiction. C'est un truc de dingue. Alex, là-bas, ça va, Alex? Non, mais il y a des gens qui... C'est-à-dire que quand on est éveillé depuis longtemps, tout ça, on en apprend un petit peu tous les jours. Oui, moi ça me va. C'est pas choquant. Mais chez nous, en Guadeloupe, pour des personnes, ils doivent se dire, mais c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce roman? Soumia, elle est folle. Voilà, qu'est-ce que c'est J'ai une part de folie en moi, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ce roman qu'on nous raconte, quoi? C'est une histoire, ça, ce que je vous dis, c'est des projets. Hein. Mais des projets avec des brevets déposés quand même. Mais je suis au courant et je sais que... Donc, avec un smartphone, on pourra passer sur le bras parce qu'ils auront besoin de savoir si vous avez été vacciné, hein, à un terme. Si le plan se déroule comme il doit se dérouler. Le plan du nouvel ordre mondial. Vous avez entendu parler du nouvel ordre mondial? Oui, on est dedans. Il y a un plan. On est dans le plan du nouvel ordre mondial, il y a passer les smartphones pour voir si vous avez bien été vacciné avec un produit radio-opaque fluorescent. Alors, il faut savoir que la radioactivité, alors je sais pas comment ils vont faire leur coup, mais ce que j'en sais moi aujourd'hui, c'est que la radioactivité, elle a une durée limitée. Quand vous allez faire une radio, quand vous injectez un produit radio-opaque, il a une durée limitée parce que la radioactivité est très dangereuse. Donc, par contre, quand on a une radioactivité permanente pour savoir si vous êtes vacciné, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça va faire à terme dans l'organisme? Je vais t'interrompre. Il y en a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Mariko. Bonsoir, Soumia et Jade. Bonsoir, Mariko. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Soumia. Merci. Et j'ai deux questions. Oui. Par rapport au génome du virus qui n'a pas été en fait séquencé réellement. Enfin, selon ce que j'ai entendu des scientifiques dire. Comment ont-ils pu créer un vaccin pour soigner le Covid-19? Ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport aux nanoparticules. Il semblerait que qu'avec la 5G, oui. On pourrait activer donc exact. Agir sur le corps, sur l'humain en lui-même. Oui. Alors. Et j'aimerais donc, ma question est, sachant que je crois qu'il y avait une société qui devait installer la 5G ici, je ne sais pas laquelle qui a été retenue. Par contre, depuis fin d'année 2019, nous avons une station de capteurs infrasons. Est-ce que cela peut aussi nous impacter? Alors pour la première question, c'était sur comment le Covid, comment le vaccin a pu être élaboré en si peu de temps. En si peu de temps. Et surtout sans avoir séquencé le génome. Ouais. Bah après, ça c'est mon avis personnel, mais quand on a une pandémie quand on a des petits pangolins et des chauves-souris qui sortent d'un laboratoire ultra sécurisé à Wuhan, au moment où des Chinois sont en train de manifester, faisaient un peu trop de bruit parce qu'on faisait des essais sur eux. Il faut savoir que Wuhan était aussi l'endroit où il y avait la première antenne 5G. Donc tout ça était un grand concours de circonstances avec nos responsables politiques, bon, je ne vais pas citer de nom, mais qui s'occupaient du laboratoire, enfin, les conflits d'intérêts. Oui. Alors voilà, quand on voit tout ça, on se dit que il n'y a peut-être pas forcément de hasard. C'est Monsieur Véran avec Agnès Buzyn. Voilà. Moi je l'ai dit moi. C'est Monsieur Lévy qui était responsable qui est responsable du laboratoire P4. Et Marine, Madame Buzyn. Et donc, Marine. Ouais. Et qui est en conflit avec Dr Raoult au passage. Oui. Oui. On sait pourquoi. Enfin, voilà. On pense donc quand on voit que tout ça se passe, bon, il y a un concours de circonstances qui fait que c'est peut-être pas anodin et peut-être pas aussi impromptu. On se pose des questions, on commence à se dire, je parle à mon nom propre, hein, j'ai un petit cerveau, j'essaie de le faire réfléchir, mais je me dis bon. Si le truc a été fabriqué, il a été balancé, à un moment donné, on a peut-être fabriqué aussi le vaccin. Voilà. Donc le vaccin, il n'a pas été fabriqué là. À mon avis, il était, à mon sens, il y a longtemps qu'ils l'ont. Oui. Oh, moi je dis oui, mais je le ressens. Alors après, il fallait que la pandémie se fasse.
En moderne mot. On sait plus ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. Ouais, de toute façon, c'est fou, hein, on est rentré dans un climat. Ouais, bon, voilà, advienne que pourra. D'accord. Oui, bah, personnellement, moi, je vais répondre aussi à cette question à Mariko. Pour moi, c'était déjà bien programmé depuis de nombreuses années, puisque ça a déjà été écrit par. J'en parlais une fois avec Alex Durimel dans une émission. C'est sorti dans plein de choses, hein, c'est fou. Oui, l'Institut Schiller a tout le temps annoncé cette pandémie. Donc, il était là, et puis bah, c'était l'heure. Monsieur Gate l'a annoncé aussi. Donc c'était l'heure, voilà, c'est l'heure. Il y avait trop de mouvements sociaux, les gilets jaunes, tout ça. Et ça y est, la population était en train de se soulever dans le monde entier, hein, pas que la France. Exactement. On parle des gilets jaunes, mais ailleurs, il y en avait de partout. Et à ce titre-là, je voudrais juste placer un petit truc avec ce qui s'est passé avec aux États-Unis. Oui. Comment il s'appelle Biden. Comment? Tu parles du président? Non, je parle de notre ami qui est décédé là-bas, sous les coups de je suis en train de chercher son nom. Ah, Floyd. George Floyd. Oui, George. Paix à son âme. Je tiens à dire qu'il faut faire très attention aujourd'hui avec tout ce qui se dit, ce qui se fait, parce que je pense que diviser pour mieux régner est une des méthodes aussi. Ah. C'est une arme. Exactement, comme la peur. Donc il faut prendre avec tout ce qui se passe en ce moment, il faut prendre beaucoup de recul. J'incite les gens à se poser, à réfléchir avant de... c'est vrai qu'on a envie de réagir avec le cœur. Moi aussi, quand je vois des choses, j'ai envie de dire non, c'est pas possible, pourquoi ça se fait? Mais il faut aussi faire très attention, parce qu'il y a des choses qui se font, qui sont instrumentalisées, vous pouvez pas imaginer. Tout à fait. Donc, j'appelle les gens à la prudence. Perdons pas le sens de la question. Et à l'unité. Alors oui, voilà. Donc le premier, c'était... il y a tellement de choses à dire. Alors on a répondu à ta première question, Mariko, et puis c'était quoi la suite? Alors, la nanoparticule. La suite, c'est par rapport aux infrasons. Ah oui. Ouais. Et alors, voilà. L'antenne... Il n'y a pas une antenne 5G qui a été posée au mois de mars, là, pendant le confinement? Ah ben, il paraît, hein. Sainte-Anne? Il paraît. Non, mais je ne sais pas où. Oui. J'avais entendu à Sainte-Anne, je n'ai pas été vérifier, mais... Moi, j'ai entendu cette rumeur, je suis étonnée, parce qu'on m'avait dit qu'il n'y en aurait pas en Guadeloupe pour le moment, et on m'a dit que c'était fait aussi, mais je ne sais pas. Alors, mais je crois que sur certains, parce que je ne peux pas dire le nom, mais opérateurs, il y a marqué 5G. Hein. Ah. On me l'a fait remarquer quand on regarde le site. Ah d'accord. Donc elle doit être là. Bah oui, alors la nanoparticule rentrerait en fréquence en lien avec la 5G. Voilà, c'est pour ça que les antennes sont posées, c'est pour qu'il puisse y avoir une résonance. Une résonance avec les particules qu'on aurait dans notre corps. Alors ça reste sans voix. C'est-à-dire qu'ils arriveraient encore à nous contrôler par rapport à ça, nous maîtriser. On sera pucé, mais ça serait une forme de puce invisible. On a un pays nordique. La Suède. Ouais, on a un pays nordique qui est pucé. La Suède. Ah, c'est ça. C'est la Suède. Ils sont pucés, ils ont accepté. Hein. Ouais. C'était de leur bonne. Et ce qui se passe aujourd'hui en Chine, avec, ça me fait penser à un feuilleton. Le crédit social. Ouais. Ça me fait penser à un feuilleton que je regardais, vraiment, où il y avait des caméras et ça commençait comment une caméra qui visait quelqu'un, qui allait provoquer un meurtre en fait, et c'était une intelligence artificielle qui était derrière cette caméra. Des caméras étaient posées partout aux États-Unis, enfin c'est dans le film, hein, partout. Il est vieux ce film. Oui, c'est un feuilleton même. Ah, et en fait, donc c'était l'intelligence artificielle qui avait été créée pour le gouvernement, mais dont le gars avait récupéré cette intelligence artificielle pour justement éviter que le gouvernement s'en saisisse, parce que ça devenait une arme trop dangereuse. Et c'était pour arrêter les meurtriers, ou arrêter d'autres gens d'ailleurs au passage. Lui s'en servait comme un bon escient pour arrêter les meurtriers. Mais là, nous alors, ça serait pour nous surveiller. Quand on voit le nombre... Je parle encore à mon nom. Oui. C'est que j'ai réfléchi beaucoup. Mais beaucoup. Quand je vois le nombre de caméras partout.
Ah mais oui, moi je suis en Vous avez, colère. vous avez vu, vous, des gens qui se font arrêter avec des petites caméras qu'il y a partout pour vous surveiller parce que vous roulez trop vite? Oui, Bah non. oui, mais moi, rien que ma commune, À part les radars, est mais déjà non. sous caméra. Donc il y a des caméras partout. Ça, c'est pour préparer. Israël a fabriqué les caméras qu'ils ont disposées à Nice après l'attentat. Et pourtant, il y a eu un attentat qui s'est produit récemment. Les caméras n'ont rien fait. C'est une intelligence artificielle. Et ils vont s'étendre, moi j'ai vu un reportage, au monde entier. Et Israël est très très à la pointe technologique. Je me pose la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas arrêté l'attentat qui s'est produit il n'y a pas longtemps. À quoi ça sert? Eh ben, ça sert à préparer ce qui va venir après, tout simplement. C'est ça, voilà. Tu vois, Mariko, on en revient à cette histoire de 5G avec ce vaccin. Et ça fait partie, je pense, moi, les radars qu'on a aujourd'hui, oui. Mais ils sont tellement gros, tellement... monstrueux. Tellement... Ils sont monstrueux. Tellement... Ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Ils servent pas seulement à faire une photo. Ouais. Moi, je sais pas, j'interroge. Voilà, Mariko. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Sonia. Je t'en prie, Mariko, avec plaisir. Et de toutes les manières, il y a tellement de choses. On a plein d'attaques au travers de ce grand reset que on sait. Je fais le vœu que les gens soient éveillés. Oui, moi aussi. Je fais le vœu que les gens n'aient plus peur d'affronter. Je médite ce qui est tout affronté. ça. Ah ouais. On est nombreux. Je fais le vœu que les gens puissent s'ouvrir et en fraternité et qu'on puisse vivre, voilà. Nous sommes les 99%, ils sont que 1%. Hein. Il faut savoir, ils sont 9, ils sont même pas 10, 9 milliardaires. Sonia, excuse-moi. Je peux me permettre de te poser une question. Comme tu es dans le domaine médical en Guadeloupe, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font vacciner en Guadeloupe? Non. Ou qui sont prêtes à se faire vacciner? Alors la campagne va commencer officiellement dans quelques jours. Mais pour l'instant, non, les gens n'ont pas encore... ils prennent beaucoup de recul. Ils prennent beaucoup de recul, ils observent, ils sont dubitatifs, ils se renseignent, ils posent des questions comme les patients. Donc je leur dis que moi je vaccinerai pas, mais que je les invite, s'ils veulent le faire, à aller vers les centres ou leur médecin. Oui, voilà. Mais on est en retard, hein, Mariko. J'ai vu aujourd'hui ou hier comme quoi l'outre-mer est très à la traîne par rapport à la France hexagonale. Hein. Ça ne marche pas très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a que nos élus qui ont fait leur show avec leurs collègues, leurs équipes. Ça aussi. Et les 85 médecins, là? Non, mais oui, mais il y a autant de médecins qui sont en train de monter au créneau pour dire que c'est pas sûr. Donc, et croyez-moi, dans les jours à venir, ça va être encore plus important. Parce que maintenant, Pfizer a sorti que suite à la première injection, si vous ne prenez pas la deuxième dans les 15 jours, il peut y avoir un variant qui sort par-ci, par-là. Donc en fait, les gens vont devenir des clusters. Hein. Mais je trouve qu'en Guadeloupe, on est quand même bien éveillés maintenant. On a des lanceurs d'alerte comme Éric Coriolan. Super boulot d'Éric. Ouais, c'est quelqu'un qui éveille bien et qui, moi je pense que pour moi c'est mon référent au niveau vaccin et tout ça. Bon, il va pas parler des effets positifs, il va parler en alerte des effets négatifs. Donc il fait un éveil sur notre population quand même. Parce qu'il en faut des gens contre ce pouvoir-là quand même. Hein. Et il faut les écouter. Je pense qu'il sera sur notre station sans tarder et ça sera bien aussi qu'il nous explique. Quoi. Je pense qu'il nous écoute d'ailleurs. Salut Eric. Ouais. On ne cherche pas à faire du buzz pour faire du buzz. Non. Si les choses étaient rassurantes, moi sans aucun problème, je vaccinerais. Mais aujourd'hui, je suis plus inquiète que rassurée. Donc, je me pose des questions. Voilà. Merci Mariko. Ben, merci à vous deux Mariko. Et au plaisir. Oui, on t'embrasse. Bisous, bye bye. Bye. Donc je vois que tu as répondu pratiquement à toutes mes questions. Moi, je suis très satisfaite et puis j'ai appris. Parce que des fois, on parle en intimité, coup de téléphone, tout ça, mais on n'est pas prêt à entendre qu'ici, moi, je ne sais pas pourquoi, quand je suis ici,
je reçois mes informations, mais elles s'incrustent dans ma mémoire cellulaire et je ressors avec plus de connaissances, beaucoup plus qu'à la maison quand je lis. Mais il y a une sérénité qui se dégage ici. Hein. Quand je me suis garé dans le lieu prêt à ça. Donc, on est... Je suis pas du tout stressé, je veux dire. On est bien. Ouais, oui, moi c'est ce on que est bien, l'équipe est formidable. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas si Alex, il n'a pas de questions à poser à notre régie aujourd'hui, Alex. C'est pas que j'ai pas de questions à poser, mais franchement, quand vous entendez ce genre de choses-là, je pense qu'il faut prendre d'abord du recul avant de poser des questions. Ouais. Il me semble. C'était fort, hein. Ah ouais. C'était très fort. J'ai entendu des trucs là. Franchement, je ne m'attendais pas à entendre ça aujourd'hui là. Quoique je ne suis pas étonné. Soyons clairs, je ne suis pas du tout étonné, mais ça mérite quand même un peu de recul avant de réagir. Ouais, faut digérer les choses. Il faut digérer. Donc, sagement, je digère. Aujourd'hui, je me contente de digérer. Puis en plus, je pense que par la suite des émissions, on va en entendre. Oui, on va revenir. On reviendra. Parce que moi, je suis vraiment mais là, je digère. Aujourd'hui, je digère. Là, je suis vraiment dans mon rôle de ce porteur d'alerte. J'aime porter les alertes, j'aime donner les alertes parce que je suis comme toi, il y a des années que je suis inquiète. C'est un devoir de protection, je trouve, envers la population. Parce que je ne peux pas, moi, personnellement, me taire. Oui. Voilà, je tiens à le dire. J'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Parce que je peux pas faire déjà quelque chose que je trouve pas en accord avec moi, avec ce que je pense. Ça me fait rebondir sur les suicides, justement. Ah oui, oh là là. Ah, t'as vu? On a occupé de dire ça parce que... Le besoin de s'exprimer, ça peut évacuer aussi parce qu'il y a beaucoup de suicides. J'ai une collègue qui m'a appelé hier pour me demander d'organiser des tables rondes avec un psychologue parce qu'on est en grande souffrance. Et en fait, je lui ai dit que... Bon, alors... ça va être compliqué parce que si on met ça sur le collectif, on est 600. Comment on va faire les tables rondes? C'est un collectif de 600. Voilà. Et c'est vrai qu'elle a raison. Elle a raison parce qu'aujourd'hui, nous, on est en grande souffrance. Mais alors, vous ne pouvez pas l'imaginer. Je pense que l'éveil protège. Moi, je me sens l'éveil protège parce que moi, je me sens beaucoup moins impacté, je pense, que d'autres personnes. Oui. Puisque on l'a toujours dit, Jade. Oui. C'est bizarre qu'on ne parle pas de dommages collatéraux. Ah oui. Ah, mais il n'y a que ça. On l'a dit Alex, et on n'en parle pas. Les dommages collatéraux psychologiques. Et surtout, on n'en parle pas. Je vais encore axer sur les enfants. On a les enfants, que ce soit en maternité ou les enfants naissent, leur maman est masquée. La première chose qu'ils voient, c'est une maman masquée. Que ce soit en crèche, en métropole, où les enfants sont masqués. Et quand on leur enlève, ils le remettent tout de suite. Que ce soit, je vois les gens conduire avec des masques qui sont tout seuls dans la voiture. Oui. Moi, j'ai un patient, il mettait un masque pour dormir la nuit. Mais je lui ai dit, mais en fait, je le vois le matin se réveiller, parce que je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites avec votre masque? Et ben, il me dit, je dors avec. Mais je lui dis, mais pourquoi vous dormez avec les masques? Mais non. Voilà. Alors, les enfants font de l'hypercapnie, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone qu'on est censé rejeter dans l'air. On en a parlé ici. Faut savoir qu'on respire, on inspire d'oxygène, on expire du dioxyde de carbone, et on est des êtres humains où on ne doit pas boucher les orifices à la base. Alors je veux bien qu'on les bouche parce qu'il y a une pandémie, ça doit durer un moment, mais après il faut que ça s'arrête, l'histoire. Parce que là, quand vous respirez, vous expirez du dioxyde de carbone dans un masque, qu'est-ce qui se passe? Il passe pas à travers. Donc vous le réinspirez. Et là, ça provoque quoi? Les maux de tête, des nausées, de la diarrhée, enfin tout plein de trucs. Ça vous détraque, ça vous acidifie le sang. Larry, ça serait bien que tu appelles pour expliquer tout ça. Mais ça a des dommages considérables sur l'organisme. On en a parlé. D'où les cancers, etc., etc. C'est prouvé. Larry et sa vitamine C qui sauve la vitamine C. J'ai pas parlé des rimets de rasier. Les rimets de rasier, très très importants. Alors là, on a Isère qui aurait pu nous en parler, Larry aussi, mais l'artémésia, l'armoise qui à Madagascar a fait ses preuves et qu'on a muselé complètement. Ils ont fabriqué le truc, ils ont fabriqué les fioles, ils pouvaient pas les exporter. C'est le président de Madagascar, je sais plus si c'est un président. Enfin, il s'est exprimé en disant mais voilà, ça marche ici, s'il vous plaît, on a commercialisé ça, il faudrait l'envoyer. Ici où nous avons l'équivalent de l'armoise, il y en a de l'artémésia, on a l'armoise ici. Il y a 3 types d'armoise, je crois. C'est une herbe qui pousse très bien. 3 petites feuilles en prévention, une tisane et tout, c'est bien.
C'est bien, on a plein de plantes ici, et la vitamine C aussi. Et cette semaine, on a parlé de la vitamine D aussi. Le soleil. Oui, la vitamine D, on l'a, voilà, avec le soleil, on la synthétise régulièrement parce qu'on est au soleil même si on s'expose pas. Et ça, oui, par rapport à la métropole où eux ils sont enfermés, c'est pour ça qu'ils dépriment beaucoup plus que nous. Et ça devient très compliqué pour eux. Peut-être que j'ai une hypothèse aussi que peut-être que le virus, comme c'est des environnements clos, parce qu'ils sont enfermés, ils sont pas comme nous. Nous, on aère les maisons, on vit avec le soleil qui rentre dans la maison. Donc, et on a une chaleur aussi qui nous protège peut-être par rapport, mais en tout cas le Covid aujourd'hui il s'exprime comme une grippe. Oui. Pour moi je pense, et je parle encore en mon nom, que le Covid qui s'apparente à une grippe aujourd'hui ici est beaucoup moins dangereux qu'un vaccin dont on ne connaît pas les effets. Et comment tu expliques ces variantes là comme ça on dirait qu'on veut que ça traîne. Comment tu expliques ça? Moi, je suis perdue. Hein. Ça fait des semaines que je suis angoissée par les vaccins en ce moment. Ouais, la technique gouvernementale de souffler le chaud et le froid, de dire oui, non, on confine, on déconfine, on prolonge l'état d'urgence. Savoir que l'état d'urgence, il faut savoir ce que c'est l'état d'urgence. L'état d'urgence sanitaire. C'est comme la guerre. C'est comme l'état d'urgence en temps de guerre. Nous sommes en guerre. Exactement, il l'a annoncé le président, c'est pas nous qui le disons. Mais il faut savoir que l'état d'urgence au niveau de l'armée et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pleins pouvoirs sont au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement. Ça veut dire que l'Assemblée nationale n'a pas son mot à dire, le Parlement non plus. Ah oui. Ils votent les lois. Quand le premier état d'urgence a été... non, c'est le deuxième, il me semble, un samedi. Le mercredi d'après, nous avons eu la première loi qui est sortie par notre président. Il s'est attaqué, j'ai pensé à mai 68, directement à nos étudiants. Interdiction de manifester au sein des universités. Moi qui fais tellement de manifestations dans les universités, ça me rappelle quelque chose. Moi, ça commence par là. Secte dans ma tête. J'ai l'impression qu'on est rentré dans une secte là. Ça commence par là. Interdiction de manifester au sein des universités sous peine de prison. Prison pour nos étudiants. Parce que là, on peut éborgner les gilets jaunes sans aucun problème. Mais on ne peut pas éborgner les jeunes. Donc il a fallu museler les jeunes avant. Voilà ce que je me suis dit. On a toujours craint les rébellions des étudiants. Hein. Bien sûr, une révolution commence par les étudiants. Oui. Eh bien écoute, Soumia, on vient de passer un excellent moment. Moi aussi. On va attendre quelques mois pour voir l'évolution. Je pense que je te demanderai de revenir sûrement dans le cours de l'année pour savoir où on en est et ce qui s'est passé. Moi, je te remercie beaucoup. Je suis très émue. Merci de m'avoir donné cette parole. Oui, parce que on était dans une science-fiction, mais qui en fin de compte, on est les acteurs, quoi, et en réel. C'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui se fait avec notre consentement. Ouais. Cette phrase de Martin Luther King, non, c'est Malcolm X. Bon, alors je m'en souviendrai pas, mais l'idée là, c'est qu'en fait, il disait qu'il avait plus peur des méchants, moins peur des méchants, pardon, que des gentils qui se taisent finalement. Ah, mais et en fait, c'est nous qui laissons faire les choses. C'est une belle conclusion, ça, dis donc. C'est nous qui provoquons ce qui se passe par notre immobilisme et par notre attitude de repli. Il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut dialoguer, il faut s'embrasser, il faut se retrouver pour nos enfants. Sinon, nous aurons des comptes à rendre à nos enfants. Comment on pourra les regarder dans les yeux? Comment on pourra quand on les obligera, eux, à se vacciner, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. J'appelle vraiment les gens à prendre vraiment la mesure de ce qui se passe, parce que c'est très, très important. Et c'est très grave. Et aujourd'hui, je sais quel risque je prends, parlant. Je sais très bien tout ce qui est derrière. Je sais ô combien. Si je le fais, c'est que tu prends des risques de venir ici. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ce qui se passe. Jacques, tu sais. Oui, je suis au courant, oui. Mais 2-3 personnes autour de moi le sont aussi, parce qu'on ne sait jamais. C'est important. Si je le fais, c'est pour nos enfants. Nous,
moi personnellement, c'est bon, j'ai atteint le demi-siècle, c'est bon, j'ai vécu. Mais nous, admettons, voilà, les enfants, nos enfants, la nouvelle génération, ne laissons pas nos enfants aux mains de gens, aux mains d'une poignée d'allumés, parce que finalement, on veut nous faire passer, nous, pour des complotistes, des allumés, mais le complot, c'est eux. D'une poignée d'allumés qui ont décidé de faire de droit de vie ou de mort. Alors, on n'a pas parlé de plein de choses, mais je veux dire, le scandale du Remdesivir, le Remdesivir qui coûte une fortune. On a dit que c'était un traitement pour le Covid. Finalement, on a commandé en grande quantité avec notre argent, et finalement, c'est dans les placards. On n'utilise pas l'ivermectine. On n'utilise pas le traitement de Raoult. L'association hydroxychloroquine-azithromycine qui a fait ses preuves, qui est là depuis plus de 70 ans, qui a soigné énormément de monde. Et qui a été retiré juste au moment. Malaria, tout ça. Et il y a eu des essais et de faits en Chine probants. Et on laisse pas Dr Raoult. Voilà. Bon, il y a plein de traitements qui coûtent pas cher, 10 €. Hydroxychloroquine, azithromycine, 10 € pharmacie, avant que ce soit retiré. Donc, je tiens à dire qu'il faut se poser les bonnes questions et se demander où on va. Et au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de vivre, j'appelle les gens à la prudence, au recul et à l'entraide. Et ne coupez pas les liens. Ici, en Guadeloupe, c'est formidable parce que les gens se parlent toujours. Il y a pas eu le carnaval. Il n'y a pas eu le carnaval, mais il y a des résistants. J'adore. Et j'en ai entendu hier soir encore, vers Sainte-Anne. Mais vers Gosier. Mais je trouve que je trouve qu'il faut préserver nos traditions. Il faut préserver tout ce qu'on sait ici, c'est-à-dire la liberté qu'on a de s'exprimer, d'être ensemble. Et ça, ici, c'est très précieux. Il faut pas occulter ça. Pensons à nos enfants. Eh bien, merci, Soumia. Merci à vous. Je retiens cette information que c'est notre immobilisme qui va faire qu'on peut aggraver notre situation, on va dire, de la population de Guadeloupe. Donc, c'est un appel très fort. Je vous dis merci. Merci, Soumia, d'être là. Tu reviendras. Et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Sainte-Rose à sa fréquence Méga FM 88.9. À sa fréquence, Méga FM 88.9. Après les années vinyle et momenta, toujours plus de culture sur Méga FM. Mimi, mi photowaï, Méga déboulé, tous les dimanches après-midi à partir de 15h. Eh oui, après on s'y mène stress, angoisse et pété tête. Nous qu'à passer en mode libérer l'esprit, nous qu'à y débouler avec Bana Akio, Nation, point d'interrogation et musique à toute masse Guadeloupe. Alors, pas oublier ça, tous les dimanches après-midi, côté 3h. Je déboule. Tu déboules. Il déboule. Nous déboulons. Vous déboulez. Tous sur Méga FM Guadeloupe 88.9.
toute la journée, il tout tourne, il a crié, il a hélé. Pas bon la caille moyen espagnol, c'est signol Fernandez. Toute la journée, il tout tourne, il tente sa maman, il a chanté, il et les lundis, et les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, et les samedis, et les dimanches aussi. Mamele, mamele, mamele. Ay, moi j'aime yo-yo, moi pige yo-yo. Mouye yo-yo, mouye tête yo-yo. Il a balancé 4 clichés. Il brille en bouteille pour planter. Yo-yo bouleversé, pas qu'à monter. Aïe, allez pour un produit chinois. Yo-yo bouleversé, désespéré. Il ne peut pas faire golo. Mes amis, les ouais, femmes là, ils mandent l'argent. Les ouais, vieilles femmes là, ils mandent l'auto. Les ouais, vieilles femmes là, ils mandent des bijoux. C'est les vieilles femmes là, j'aime, ils passent à mander. Ils ne peuvent pas mander. Ils passent à mander. Ils parlent mander. Ils ne peuvent pas mander. Ils passent à mander. Ils ne peuvent pas mander. Non, ils parlent mander. Ils ne peuvent pas mander. Bon, on